peux peut-être t'aider. Le spécial Noël de l'an dernier, oui, c'est ma dernière vidéo. Ah ouais, t'as un nouveau film? Ouais, c'est bien, je suis allé le voir 2 fois plutôt qu'une. Tu faudrait que j'en fasse une critique. Le truc, c'est qu'on est en plein milieu de la nuit, hein, il est 2h du matin. Je crois pas que je vais faire ça. Ok, c'est bon. Je vais aller me préparer. Toi, va faire du café. Salut à tous! Oui, je suis en vie. Ça fait longtemps que vous m'avez vu, je sais, et j'en suis vraiment désolé, mais bon, l'important c'est que je sois là, maintenant, avec vous. Et il faut avouer que le film du jour, ça a été une assez grande motivation pour mon retour. Oui, nous parlons aujourd'hui du nouveau Halloween réalisé par David Gordon Green, et je préviens tout de suite que je vais pas me gêner, absolument pas, pour spoiler. Alors il serait peut-être préférable que vous ayez vu le film avant de regarder ma vidéo. Voilà. J'aimerais commencer par expliquer la timeline du film, parce qu'avec ce nouveau volet, on a créé carrément un nouvel univers. Alors tout commence avec le premier film, celui de John Carpenter, qui est un franc succès auprès du public, ce qui pousse Universal Studios à en faire une suite, Halloween 2, en 1981. C'est là que les chemins commencent à se diviser. Les producteurs veulent faire d'Halloween une saga anthologique, qui proposerait des histoires différentes à chaque film. Ainsi naît Halloween 3, le sang du sorcier, qui ne fait pas vraiment partie du même univers que les 2 premiers. Ce film est malheureusement un échec et donc on abandonne l'idée d'une franchise anthologique. Halloween 4 en 1988 reprend l'histoire de Michael Myers 10 ans après les événements d'Halloween 2. Laurie Strode est morte dans un accident de voiture laissant sa fille Jamie orpheline et Michael Myers fera son retour et essaiera de la tuer pendant 3 films jusqu'à ce qu'il réussisse dans Halloween 6. Pour l'instant, vous suivez, on a 2 timelines différentes. Mais bon, vu la gueule de ces suites, on a préféré les jeter à la poubelle, puis redémarrer encore une fois à partir d'Halloween 2. Dans cette nouvelle timeline, Laurie Strode est toujours en vie, elle a changé d'identité et vit désormais en Californie. H20 serait donc techniquement Halloween 3, et logiquement, Résurrection serait le 4e. Mais suite à l'échec monumental de ce dernier, qui est très compréhensible, on décide de tuer la franchise. En 2007, Rob Zombie réalise un remake du film original auquel il donnera une suite en 2009 et ça pourrait faire carrément une timeline complètement indépendante des autres films. En 2014, on annonce la sortie d'un nouveau film Halloween. Certaines rumeurs disent qu'il s'agit de la suite des films de Rob Zombie, mais elles furent vite démenties. Après plusieurs mois, on nous annonce enfin que ce nouveau film Halloween ne sera ni un remake, ni un reboot, mais bien une suite. Mais attention, ce ne sera pas une suite à Halloween 2, mais bien au tout premier film. Donc absolument tous les autres films ne seront pas tenus en compte. Laurie Strode n'est plus la sœur de Michael et les événements de l'hôpital n'ont jamais eu lieu. Voilà, nouvelle timeline. C'est compliqué quand même, hein? Bref, que raconte ce nouveau film? 40 ans après l'affreuse nuit d'Halloween de 1978, des reporters anglais veulent documenter les témoignages afin de comprendre les agissements du tueur Michael Myers. Ce dernier, enfermé à Smith's Grove, sera bientôt transféré dans une autre institution. Vous le voyez venir, n'est-ce pas? Évidemment, durant le transfert, Michael réussit à s'échapper et commence une nouvelle série de meurtres à Haddonfield. Il retrouve son masque adoré et compte finir le travail qu'il avait débuté 40 ans plus tôt. Laurie Strode, la survivante du massacre, est restée marquée par ces événements et est devenue complètement obsédée à l'idée du possible retour du tueur. Elle s'est toutefois bien préparée et tout cela au détriment de sa propre famille. Brisons tout de suite la glace. J'ai aimé le film. Oh oui, je l'ai pas adoré comme j'ai adoré celui de Carpenter, mais je n'ai certainement pas été déçu. John Carpenter est à la production de ce long métrage et les scénaristes Danny McBride, David Gordon Green et Jeff Bradley n'ont absolument rien fait sans son approbation. Et on sent vraiment que ce film-là respecte son créateur tout en modernisant l'histoire avec les codes des slashers récents. Ça commence assez bien, je trouve. L'intro avec tous les patients de Smith's Grove dans la cour, t'as le journaliste qui essaie de venir parler à Michael et qui lui tend son masque, et là t'as tous les autres fous dans la cour qui commencent à s'énerver et à crier, la tension monte, les cris deviennent de plus en plus oppressants, et t'as l'impression que Michael va potentiellement éclater, puis non, le générique débute.
Générique qui est fait de la même manière que le premier film, avec la citrouille et les titres en orange qui défilent à côté. Le scénario est très chargé. Il se passe beaucoup de choses, mais tout s'enchaîne relativement bien. Il y a peut-être 2 ou 3 scènes qui sont vite expédiées, mais c'est rien de majeur. Les éléments se présentent à nous un à la fois. Certains diront que c'est un peu long, mais ce n'est pas mon cas. Même si on fait fi de toutes les suites existantes, ça n'a pas empêché Green d'intégrer plusieurs clins d'œil et hommages à certaines d'entre elles. On a un plan séquence qui est certainement ma scène préférée du film, où Michael se promène de maison en maison pour trouver son couteau, puis ça évoque grandement la scène d'ouverture d'Halloween 2. Sinon on voit des enfants qui portent les 3 masques d'Halloween 3, il y a une scène là dans les toilettes du garage qui rappelle étrangement la scène de H20 qui se passe dans la halte routière. C'est des références assez cool je trouve, même s'il y en a qui manquent un petit peu de subtilité. On sent que ça a été fait vraiment par respect à ces suites. On voulait pas non plus nier leur existence. Parce que si elles existent aujourd'hui, c'est pour exactement la même raison que ce nouveau film-là existe. John Carpenter a créé une icône du cinéma d'horreur. Et ça, c'est quelque chose. Pour ce qui est des personnages, le plus gros problème, c'est qu'il y en a trop. Il y en a énormément. Donc on passe beaucoup de temps à nous les présenter et c'est bien. Seulement, il y en a là-dedans qu'on ne voit presque pas dans le film. Je pense notamment aux journalistes avec qui on passe beaucoup de temps en début de film et qui au final vont mourir dans le premier quart. Pour ce qui est de la famille de Laurie, on a d'abord sa fille, Karen, qui est jouée par Judy Greer, et la fille de cette dernière, donc la petite fille de Laurie, Allison. Ce sont des personnages assez basiques dans l'ensemble. On a vu de nombreux personnages similaires à travers tous les autres opus de la saga. Ce sont des personnages cons, qui sont cachés au sous-sol sans que personne ne le sache. Il y a Michael au premier étage et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer de le tirer à travers le plafond pour bien dévoiler leur position. Et là, on en vient à l'un des problèmes que j'ai avec ce film. On comprend que Laurie Strode est devenue pratiquement paranoïaque à l'idée que Michael Myers revienne, et c'est littéralement devenu une obsession pour elle, et ça prend le dessus sur sa famille. Effectivement, Laurie ne s'entend pas très bien avec sa fille. Elle a passé des années durant l'enfance de cette dernière à essayer de la préparer à réagir à une potentielle menace. Ça aurait peut-être été intéressant de montrer plus de scènes à propos de ça. Mais bon, le fait que Laurie soit persécutée psychologiquement, c'est parfait et très logique dans ce genre de situation. Elle est même convaincue qu'elle pourra tuer une fois pour toutes le tueur, qu'elle ne considère pas humain, un peu comme le Dr Loomis. Mais le truc, c'est qu'elle s'est transformée en Sarah Connor. Sérieusement, elle a un arsenal digne des Expendables. Sa maison est truffée de pièges à la maman, j'ai raté l'avion. Et le comble pour moi, ça a été le bunker. Tu y accèdes par une trappe secrète sous le comptoir de la cuisine. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment pas du tout parlé ce truc-là. J'ai trouvé ça complètement abusé pour le personnage et surtout trop précipité. Mais attention, je dis absolument rien de mal contre Jamie Lee Curtis parce qu'elle est 100% investie dans son rôle. Et ça se voit. Après tout, c'est un peu le rôle de Laurie Strode qui a vraiment lancé sa carrière. Mais bon, si on a fait d'elle ce qu'elle est dans ce film, c'est probablement pour lui donner une image de femme forte. Le truc, c'est que c'était pas nécessaire de faire d'elle une Jason Bourne. Parce que Laurie, même dans le premier Halloween, est déjà une femme forte. Malgré la peur et le stress, elle réussit quand même à protéger les enfants Lindsay et Tommy sans avoir recours à un fusil à pompe. Mais bon, là c'est peut-être moi qui chipote aussi. En ce qui concerne la réalisation de David Gordon Green, tout d'abord on voit clairement qu'il a été grandement guidé par John Carpenter lui-même, notamment pour ce qui est de la photographie et des moments de tension. La plupart des scènes de meurtre sont crues et assez brutales, autant que les versions de Rob Zombie je dirais. Et on a de bons moments de stress, même la deuxième fois qu'on le voit. Et on utilise le personnage de Michael à bon escient. On réfère souvent à Michael comme étant The Shape, l'ombre. Ça c'est parce que c'est l'apparence que lui donnait Nick Castle dans le tout premier film. Et d'ailleurs, Nick Castle réendossera le masque dans ce film pour quelques scènes seulement. Et là, les scènes où on aperçoit en arrière-plan le tueur, sans que le héros en soit conscient, elles sont très bien maîtrisées. Par contre, il y a d'autres scènes où on sent que ça a été fait quand même vite. On nous donne de simples meurtres en hors-champ qui durent quelques secondes seulement. Et oui, parce que Green a aussi fait des choix qui personnellement me dérangent. Premièrement, on décrit souvent Michael Myers comme étant l'incarnation absolue du mal, et que l'icône du tueur c'est son fameux masque blanc. On le voit rarement sans son masque. Bref, là on a plusieurs scènes où on aperçoit le tueur sans son costume. On peut presque distinguer les traits de sa tête. Il est presque chauve, il a une barbe blanche.
En fait, je suis même pas mal sûr qu'il y a une scène où on peut clairement voir son visage pour plusieurs secondes. Et le problème, c'est que ça enlève l'aspect démoniaque du tueur. Ouais, à plusieurs reprises dans le film et de manière différente, on essaie presque d'humaniser Michael Myers. Et ça, je dois avouer que ça m'a agacé. Sinon, à la fin du film de 78, Michael disparaît, je vous rappelle, hein? Alors comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il soit incarcéré à Smith Grove 40 ans plus tard? Oui, la police a réussi à l'arrêter, bien sûr, mais comment? Comment? C'est jamais expliqué dans le film. Bon, on nous en dit quand même un peu sur les années d'internement de Michael, mais jamais sur son arrestation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, comment la police a pu l'arrêter? On parle de Michael Myers, là, le gars qui s'est fait tirer 6 balles dans la poitrine et qui crève pas. La bande sonore est composée par John Carpenter lui-même, avec l'aide de son fils, Cody, ainsi que Daniel Davies. Ils ont remixé les thèmes originaux du premier film en les intégrant à de nouvelles compositions, et c'est du lourd. Par ailleurs, si vous avez un jour l'opportunité de voir John Carpenter jouer les thèmes de ses films en spectacle, saisissez-la parce que ça vaut grandement la peine. J'en ai eu l'occasion l'année passée en allant voir sa tournée Anthology, où il a repris la musique de la plupart de ses films, et croyez-moi, c'est l'un des meilleurs spectacles que j'ai vu de ma vie. Le film fait déjà fureur en salle après même pas 2 semaines, et pour un film d'horreur, il ramasse déjà pas mal d'argent, soit 94 millions la première semaine. Et comme je vous l'ai dit au début, je trouve que c'est un bon film, qui bien sûr a ses défauts, mais qui a aussi ses bons points et qui respecte l'original ainsi que l'univers qu'il a créé. On entend déjà dire d'ailleurs qu'une suite pourrait voir le jour éventuellement, alors que Jamie Lee Curtis en entrevue affirme qu'Halloween n'est pas une franchise. Honnêtement, même si j'aimerais beaucoup revoir Michael Myers au grand écran, je ne crois pas que ce film-là ait besoin de suite. Par contre, les producteurs ont peut-être, eux, besoin d'argent. Alors voilà, c'était mon avis sur le nouveau film Halloween de David Gordon Green. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez vu le film, je vous invite fortement à me laisser votre avis dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire. Que nos avis soient similaires ou pas, c'est toujours intéressant de voir comment les gens ont interprété le film. Alors voilà, c'est terminé. J'espère vous revenir bientôt. Vraiment. À la prochaine, les amis. Test 1, 2, 1, 2. C'est parti. Nous sommes ici pour enquêter sur un patient qui a tué 3 adolescentes innocentes le soir de l'Halloween 1978. Son propre psychiatre lui a tiré dessus et il a été incarcéré le même soir. Et il a passé les 40 dernières années en détention. Salut, Michael. J'ai quelque chose que t'aimerais peut-être voir. Tous les membres de ma famille deviennent cinglés à ce temps-ci de l'année. Ouais, bien, t'es la petite fille de Laurie Strode. Elle a failli se faire assassiner. C'est pas son frère qui a tué toutes ses gardiennes? Non, c'était pas son frère, c'est une rumeur qu'ils ont inventée. Saviez-vous que j'ai prié tous les soirs qu'il s'échappe? Pourquoi avoir fait une chose pareille? Pour que je puisse le tuer. Il y a eu un accident. Maman, mais de quoi tu parles? Michael s'est échappé. Excusez-moi, c'est occupé. Il a attendu cette soirée. Il m'a attendu. Je l'ai attendu. Allez-vous-en! Rentrez chez vous! Restez pas dehors! Vous ne croyez pas au croque-mitaine? Non. Il est ici! Michael! Vous devriez. Est-ce que tu pourrais fermer la porte?